Bienvenue sur Secrets du passé. Ici, nous voyageons à travers les siècles pour redécouvrir histoire, mystères et légendes oubliées. Installez-vous confortablement et si ce voyage vous plaît, laissez une trace de votre passage. La morsure du froid, le froid, pas celui qui te fait chercher une écharpe dans ton placard. Non, celui qui mord, celui qui brûle, celui qui transforme chaque respiration en un nuage de givre qui se disperse dans l'obscurité comme les derniers restes d'espoir. Tu es là, immobile, à scruter par l'étroite ouverture qui sert de fenêtre à ta masure. Dehors, la neige a tout englouti. Le vent hurle comme une bête affamée. L'hiver de l'an 1328 n'est pas comme les autres. Les anciens murmurent qu'ils n'ont jamais vu pareil froid. Et toi, paysan de la campagne française, tu sais une chose, cette nuit sera longue, très longue. Tes doigts sont déjà engourdis alors que tu refermes le volet de bois mal l'équarri. La paille humide craque sous tes pieds nus. L'air que tu respires semble lacérer ta gorge. Tu entends les toussotements de tes enfants blottis dans le coin le plus éloigné des murs extérieurs. Ta femme s'affaire autour de l'âtre, ses mains rougies par les engelures remuant les dernières braises. Tu te demandes si vous passerez la nuit. Bienvenue dans le quotidien glacial d'un hiver médiéval. Pas de radiateur à régler sur 19 degrés. Pas de doudoune Décathlon ultralight à enfiler. Pas de tasse de chocolat chaud à commander sur Deliveroo. Juste toi, ta famille et la lutte implacable contre un froid capable de tuer. Si tu apprécies ce voyage dans le temps, n'hésite pas à liker et t'abonner. Vraiment, seulement si ce que je fais ici te parle. Et en commentaire, dis-moi ta ville et la température qu'il fait chez toi en ce moment. Ce sera notre petit jeu de contraste avec l'enfer glacé que je vais te décrire. Parce que vois-tu, les hivers du bas Moyen-Âge n'avaient rien à voir avec nos froides journées contemporaines. Les historiens et les archives nous racontent un temps où la survie n'était jamais garantie, où le gel pouvait signifier la faim. Un temps où le moindre degré perdu était un pas vers la tombe. Mais les paysans avaient appris, génération après génération, un savoir transmis dans le sang et les os, un savoir que tu as perdu. Dans ton appartement mal isolé du XXIe siècle, tu te plains quand le chauffage tombe en panne. Tu enfiles deux pulls, tu montes le son de Netflix et tu attends que le dépanneur arrive. Eux, ils n'attendaient aucun secours. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Mais comment faisaient-ils ? Comment survivre quand l'eau gèle dans les seaux, quand le vent s'infiltre par chaque interstice, quand le froid est si intense qu'il semble solide? Tu vas le découvrir et tu vas comprendre pourquoi, toi, habitué à ton confort moderne, tu ne tiendrais pas 24 heures. L'abri imparfait, ta maison. Tu l'appelles masure, chaumière ou cahute selon ta région. Pour nous, modernes, elle ressemblerait davantage à une cabane branlante qu'à un véritable foyer. Mais c'est tout ce que tu as. C'est ton monde entier. Imagine-toi devant cette construction rustique. Les murs font à peine plus de 2 mètres de hauteur. Un assemblage de bois, de torchis et de pierres ramassées dans les champs. Le toit, une épaisse couverture de chaume, de la paille de seigle battue, est tassée sur une charpente de branches. Quand il est neuf, il repousse l'eau. Quand il vieillit, il devient une passoire, un nid pour les rongeurs et les insectes.
La porte grince sur ses gonds en cuir durci. Elle ferme mal, toujours. C'est une constante de ton existence. Oh, et ne va pas t'imaginer une maison comme dans les films historiques ou les reconstitutions touristiques. Ta demeure fait rarement plus de 25 à 30 mètres carrés. Pour toute ta famille, pas de chambre séparée, pas de cuisine indépendante, pas de salle de bain, un espace unique où s'entassent les corps, les outils, parfois même les animaux, le soleil, de la terre battue, littéralement, de la terre tassée, parfois mêlée de chaud quand tu as pu en obtenir. En hiver, ce sol devient un conducteur parfait pour le froid qui monte des profondeurs. Tes pieds le savent. Ils n'oublient jamais cette sensation glacée qui remonte dans les jambes comme une eau sombre. Les fenêtres ne me fait pas rire. Des ouvertures minuscules, souvent dépourvues de verre, un luxe inaccessible pour toi, simple paysan. À la place, un volet de bois, parfois un morceau de vessie, de porc séché, étendu, qui laisse passer une lumière trouble. Ou rien. Juste un trou qu'on bouche avec des chiffons quand le vent se lève. Les joints d'étanchéité, le concept même te serait étranger. Entre les planches, entre les poutres et les murs, entre les pierres mal ajustées, l'air circule librement. Les courants d'air ne sont pas un défaut de construction, ils sont la norme. Tu vois ton studio parisien sous les combles, avec ses murs qui transpirent en hiver et son chauffage d'appoint gris peint, un palais de luxe en comparaison. Au centre de cette unique pièce trône l'élément essentiel de ta survie, l'âtre. Pas une cheminée élégante avec manteau sculpté, non. Un simple foyer, parfois entouré de quelques pierres, avec au-dessus une ouverture dans le toit pour évacuer, théoriquement, la fumée. Théoriquement, car en réalité, la fumée envahit l'espace. Elle pique tes yeux, irrite ta gorge, s'accroche à tes cheveux et à tes vêtements. Elle imprègne tout. Tu vis dans un nuage âcre permanent. Mais cette fumée, aussi désagréable soit-elle, est aussi ta protection. Elle éloigne certains insectes. Elle préserve les aliments suspendus aux poutres. Elle est, d'une certaine façon, une présence familière. Les historiens ont retrouvé des traces de cette vie enfumée jusque dans les poumons des squelettes médiévaux. La fumée ne te quitte jamais, même dans la mort. En journée, quand le soleil est haut, s'il daigne apparaître à travers les nuages d'hiver, ta maison est supportable. La lumière perce timidement. Les activités quotidiennes réchauffent les corps. On s'affaire, on bouge, on vit. Mais quand vient le crépuscule, quand l'obscurité s'installe et que le thermomètre invisible chute, ta masure devient ton pire ennemi. Les murs semblent aspirer la chaleur des corps. Le toit laisse échapper le moindre souffle tiède. Le sol devient une plaque de glace. Si tu as la chance d'habiter un village, ta maison est peut-être mitoyenne avec d'autres. La chaleur humaine se partage, les murs communs préservent un peu d'énergie. Mais si tu vis dans un hameau isolé, ou pire, dans une ferme solitaire, chaque nuit devient un défi. Tu comprends maintenant pourquoi tant de vieillards, d'enfants et de malades ne passaient pas l'hiver. Ce n'était pas toujours la famine ou la maladie qui les emportait. Parfois, c'était simplement le froid qui s'infiltre, qui engourdit, qui finit par éteindre la flamme de la vie. Mais tu résistes, car tu n'as pas le choix. Tu as développé des techniques, des astuces, des rituels. Ce savoir ancestral transmis de génération en génération.
Et sais-tu ce qui fait la différence entre la vie et la mort dans ces conditions? Ce n'est pas le double vitrage ou le chauffage central. Une braise suffit. Une braise de plus, une nuit de plus. Quand tombe la nuit, le soleil disparaît à l'horizon, plus vite en hiver, bien plus vite que tu ne le voudrais. Avec lui s'en va la dernière source de chaleur gratuite. Désormais, chaque calorie sera une bataille. Tu observes les dernières lueurs du jour s'évanouir à travers la fente du volet. Le ciel passe du gris au bleu profond, puis au noir, un noir d'encre, sans pollution lumineuse, sans lampadaire, sans écran qui brille dans l'obscurité, un noir primordial, ancestral, le noir que l'humanité a connu pendant des millénaires avant l'invention de l'électricité. Et avec cette obscurité vient le silence, pas le pseudo-silence urbain, traversé de bruits, de ventilation, de ronronnements d'appareils électriques, de lointaines sirènes. Non, le vrai silence, celui qui n'est rompu que par le craquement du bois qui brûle, le vent qui se faufile sous la porte et les respirations de ta famille. Le rituel du soir commence bien avant que la nuit ne tombe. Tu le sais, chaque geste compte. D'abord, il faut préparer le feu. Ce n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur ou de monter le thermostat de ta chaudière. Le bois doit être choisi avec soin. Le bois vert dégage plus de fumée, mais brûle plus lentement. Le bois sec offre une meilleure flamme, mais se consume trop vite. L'idéal, un mélange savant des deux, arrangé en une construction précise qui permettra de maintenir les braises actives toute la nuit. Car tu ne peux pas te permettre de laisser le feu s'éteindre. Rallumer un feu au petit matin avec des doigts engourdis par le froid, des tisons refroidis et de l'amadou humide, un cauchemar que tu préfères éviter. Et puis, il y a la préparation du repas du soir. Pas question de manger léger. L'hiver médiéval exige des calories, beaucoup de calories. Ton corps brûlera cette énergie toute la nuit pour maintenir ta température. Tu ne manges pas pour le plaisir, mais pour survivre. Une soupe épaisse, presque une bouillie, où mijotent des légumes racines, navets, carottes, panais, avec peut-être un morceau de lard si ta famille n'est pas trop misérable. Du pain, dense et noir, cuit il y a plusieurs jours et désormais dur comme la pierre, mais qui se ramollit dans le bouillon. Pas de fruits frais en cette saison, bien sûr. Peut-être quelques pommes ridées, conservées dans la paille depuis l'automne. Ton Uber Eats médiéval se résume à ce que tu as pu stocker avant les premières neiges. Le repas est pris ensemble, en cercle autour du feu. Les écuelles en bois ou en terre cuite passent de main en main. On mange vite. Chaque minute passée loin du foyer est une minute où le froid gagne du terrain sur ton corps. La nuit est maintenant complètement tombée. Dans ta masure, la seule lumière provient des flammes dansantes. Elles projettent des ombres mouvantes sur les murs, créant un théâtre d'ombres inquiétants. L'odeur de fumée se mêle à celle des corps qui n'ont pas connu l'eau depuis des semaines. L'hiver n'est pas propice aux ablutions. Toi qui prends une douche chaude quotidienne, qui change de vêtements à volonté, qui te glisse chaque soir dans des draps propres, tu ne supporterais pas cette promiscuité malodorante. Pour eux, c'est simplement la vie. Et maintenant, le moment crucial, préparer le couchage. Oublie ton matelas à mémoire de forme et tes couettes en duvet d'oie. Le lit médiéval paysan,
c'est une simple paillasse posée à même le sol ou dans le meilleur des cas, sur un cadre de bois rudimentaire. La paille, changée peut-être 2 ou 3 fois par an, gratte la peau, abrite pus et punaises, mais c'est tout ce que tu as. Par-dessus, quelques couvertures grossières en laine non traitée, qui piquent et qui sentent le suint. Si ta famille élève des moutons, tu es chanceux. Sinon, des peaux d'animaux tannés sommairement, raides et inconfortables, feront l'affaire. Mais le plus important n'est pas le matériau de ta literie, c'est sa disposition. Car dans l'Europe médiévale, on ne dort pas comme aujourd'hui. Le sommeil individuel, dans une chambre séparée, une aberration, un luxe inimaginable. Non, en hiver, tout le monde dort ensemble. Parents, enfants, grands-parents, parfois même des cousins ou des voisins venus chercher refuge. Les corps se pressent les uns contre les autres, partageant leur chaleur vitale. Les plus vulnérables, les très jeunes et les très vieux, au centre. Les adultes robustes en périphérie. Première ligne de défense contre le froid. Ce n'est pas une question de promiscuité gênante ou d'intimité violée. C'est une question de survie pure et simple. Une personne isolée dans ce froid, elle pourrait ne pas voir l'aube. Dis-moi en commentaire s'il gèle chez toi en ce moment. Je veux savoir si tu lis ces lignes bien au chaud ou si un frisson de compréhension parcourt ta colonne vertébrale. Les respirations se synchronisent peu à peu. Les corps s'adaptent les uns aux autres, trouvant instinctivement la position la plus efficace pour conserver la chaleur collective. Tu sens le souffle tiède de ton enfant contre ton cou, le dos de ta femme pressé contre le tien, les pieds de ton père qui touchent les tiens, et dehors, le vent hurle. Il trouve chaque faille, chaque interstice. Il siffle sous la porte, entre les planches mal jointes. Parfois, une bourrasque plus violente fait trembler toute la structure de ta maison. Tu fermes les yeux plus fort, serrant contre toi ce que tu as de plus précieux. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Mais le sommeil médiéval n'est pas notre sommeil moderne. Les recherches historiques suggèrent que nos ancêtres pratiquaient souvent ce qu'on appelle le sommeil biphasé. Une première période de 4 ou 5 heures, puis un réveil au milieu de la nuit. Un moment de conscience, parfois d'activité légère, avant de se rendormir jusqu'à l'aube. En plein hiver, ce réveil nocturne a une fonction vitale, raviver le feu, vérifier que les braises sont toujours incandescentes, ajouter peut-être une bûche avec parcimonie. Le bois est précieux, chaque morceau doit durer. C'est souvent l'homme de la maison qui se charge de cette tâche, ou la femme, ou l'aîné des enfants. Quelqu'un doit s'arracher à la chaleur collective, affronter l'air glacial de la pièce, s'assurer que la source de vie continue de briller dans l'obscurité. Et si le feu s'éteint complètement, c'est la panique. Il faut alors utiliser le briquet à silex, frapper la pierre contre l'acier, encore et encore, jusqu'à ce qu'une étincelle tombe sur l'amadou. Souffler doucement, patiemment, pour faire naître une flamme fragile. Un processus qui peut prendre de longues minutes avec des doigts engourdis par le froid. Toi qui t'énerves quand ton téléphone met trop de temps à se charger, imagines-tu cette angoisse, cette lutte contre le temps, chaque seconde qui passe rendant la pièce plus froide, les corps plus vulnérables? La nuit avance inexorablement. Les heures s'étirent, interminables. Tu dors d'un sommeil léger, interrompu
par les craquements de la charpente, les grognements des dormeurs, le hurlement du vent. Ton corps ne se détend jamais complètement, toujours en alerte, toujours en lutte. Et puis, il y a les autres habitants de ta masure, ceux que tu n'as pas invités, les souris qui courent le long des poutres, les insectes qui grouillent dans la paille. Parfois, un rat plus téméraire s'aventure près du foyer, attiré par la chaleur ou l'odeur de nourriture. Tu as appris à vivre avec eux, ces compagnons involontaires qui partagent ton espace vital. Mais il y a aussi les animaux domestiques. Si tu as la chance de posséder une vache ou un bœuf, peut-être partagent-ils ton espace en hiver. Les sources historiques nous apprennent que dans certaines régions, notamment en Europe du Nord et dans les zones montagneuses, les animaux cohabitaient avec les humains pendant la saison froide. Une vache adulte dégage autant de chaleur qu'un petit radiateur. Sa présence peut faire la différence entre la vie et la mort lors des nuits les plus froides. L'odeur, l'inconfort, des considérations secondaires face à la survie. La nuit s'étire encore. Tu ne sais pas quelle heure il est. Pas de réveil digital qui brille dans l'obscurité. Pas de smartphone à consulter d'un œil ensommeillé. Seule la position des étoiles, si tu te risquais dehors, pourrait te donner une indication. Mais tu restes là, blotti contre les tiens, économisant chaque calorie, chaque mouvement, attendant que l'aube apporte sa promesse de chaleur renouvelée, car chaque nuit passée est une victoire, une preuve de ta résilience, de ton adaptation parfaite à un monde que nous avons oublié. Et tu le sais, au plus profond de toi, une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. L'arsenal du survivant. Tu as survécu à la nuit. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers les interstices de ta masure. Mais ne te réjouis pas trop vite. L'hiver médiéval est loin d'être terminé. Et cette journée ne sera qu'une courte trêve avant la prochaine bataille nocturne. Le premier geste du matin est pour le feu. Toujours, tu t'extrais de la chaleur collective, frissonnant instantanément lorsque l'air glacial mord ta peau. Tes pieds nus touchent le sol de terre battue, une sensation que ton corps n'oubliera jamais. Tu t'accroupis devant l'âtre, soufflant doucement sur les braises rougeoyantes, ajoutant avec précaution quelques brindilles, puis des morceaux de bois plus épais. La flamme qui naît est plus précieuse que tout l'or du royaume. Mais survivre aux hivers médiévaux ne se résume pas à entretenir un feu. C'est tout un art, une science, un ensemble de techniques affinées par des générations de paysans confrontés aux mêmes défis mortels. Commençons par ton arsenal vestimentaire. Oublie le Gore-Tex, les fibres synthétiques, les isolants techniques. Ton garde-robe se compose essentiellement de laine, de lin et, si tu es chanceux, de quelques pièces en cuir. En hiver, tu ne te déshabilles pratiquement jamais, jamais complètement. La chemise de lin que tu portes contre la peau, tu la gardes des semaines, peut-être des mois. Elle absorbe ta sueur, tes odeurs, devient comme une seconde peau. Par-dessus, plusieurs couches de vêtements en laine, tuniques, surcoats, chausses, plus épaisses et plus nombreuses selon tes moyens et la rigueur du climat. Les sources historiques nous révèlent que les paysans les plus pauvres devaient parfois se contenter de guenilles, de vêtements rapiécés, transmis de génération en génération. Imagine porter le manteau élimé de ton arrière-grand-père,
déjà usé jusqu'à la trame, mais c'est tout ce qui se dresse entre toi et l'hypothermie. Toi qui jettes un pull parce qu'il bouloche ou qu'il n'est plus à la mode, tu ne survivrais pas un hiver dans cette logique d'extrême conservation. Mais les vêtements ne suffisent pas. Il faut des stratégies plus élaborées pour les nuits les plus froides. Prenons les pierres chauffantes, une technique simple mais efficace, des pierres choisies pour leur capacité à retenir la chaleur, sont placées près du feu pendant la journée. Le soir venu, enveloppées dans des chiffons, elles sont glissées sous les couvertures au pied des dormeurs. Pendant plusieurs heures, elles diffusent une chaleur bienvenue avant de céder finalement au froid ambiant. Imagine la sensation, tes pieds, engourdis et douloureux après une journée de labeur dans la neige, rencontrant soudain la chaleur réconfortante de ces pierres, la douce brûlure qui remonte dans tes jambes, réveillant des membres que tu croyais presque perdus. Ce petit luxe, ce moment de grâce thermique, peut faire la différence entre une nuit de repos et une nuit de souffrance. Une autre technique, le bancage du feu. Non, ce n'est pas un terme que tu trouveras dans ton dictionnaire moderne. C'est une pratique paysanne qui consiste à recouvrir partiellement les braises avec des cendres en fin de soirée. Cette couche d'isolant permet de ralentir la combustion, de faire durer le feu toute la nuit sans surveillance constante. C'est un art délicat. Trop de cendres et le feu s'étouffe. Pas assez et il se consume trop rapidement. Chaque famille a ses secrets, ses méthodes transmises de père en fils, de mère en fille. Les bouillottes médiévales existent aussi, mais elles n'ont rien à voir avec nos modèles en caoutchouc, des récipients en terre cuite, parfois en métal pour les plus aisés, remplis d'eau chaude ou de braise tiède. Enveloppés dans des tissus, ils rejoignent les couches pour réchauffer les corps. Mais attention, une bouillotte qui fuit, une braise qui s'échappe, et c'est l'incendie. Les chroniques médiévales regorgent de récits de maisons parties en fumée à cause d'un moment d'inattention. Le confort thermique se paie parfois au prix du danger. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Passons maintenant à ton régime hivernal. Dans notre monde d'abondance alimentaire, où un livreur Deliveroo peut apporter un burger à minuit, il est difficile d'imaginer la planification méticuleuse que requiert la survie hivernale médiévale. Dès l'automne, tu as préparé tes réserves, séché des fruits, fumé ou salé la viande si tu as eu la chance d'abattre un animal, stocké des légumes racines dans des fosses creusées sous le plancher ou dans des tonneaux remplis de sable, fait des provisions de noix, de châtaignes, d'orge et de seigle. En hiver, ton alimentation devient monotone, répétitive, mais stratégique. Chaque repas doit apporter suffisamment de calories pour alimenter la fournaise interne de ton corps. Des bouillies épaisses, des soupes où le pain rassis se transforme en éponge calorique, parfois agrémentée d'un morceau de lard. La graisse animale est un trésor énergétique. Le goût, une considération secondaire. La texture, souvent désagréable pour nos palais modernes habitués à la variété et à la fraîcheur. L'odeur, un mélange de fumée, de moisie et de fermentation. Mais c'est la vie, c'est ce qui te permet de voir un nouveau printemps. Toi qui fais la fine bouche devant un plat qui a passé 30 secondes de trop au micro-ondes, tu ne survivrais pas à cette austérité gustative. L'hydratation,
pose aussi un défi particulier. L'eau du puits peut geler. La rivière se couvre d'une croûte de glace qu'il faut briser chaque jour. Boire froid en hiver, une aberration pour le corps qui lutte déjà pour maintenir sa température. La solution, des tisanes rudimentaires, pas les mélanges aromatisés de ta boutique bio, mais des décoctions d'herbes locales, souvent médicinales, de la bière légère, brassée à la maison, moins alcoolisée que nos versions modernes, mais suffisamment fermentée pour ne pas geler facilement, du petit lait, sous-produit de la fabrication du fromage, riche en protéines et en minéraux. J'espère que tu es bien au chaud en lisant ces lignes. Dis-moi en commentaire quelle est ta boisson chaude préférée pour affronter l'hiver. Chocolat chaud, thé aux épices, vin chaud. Nos ancêtres seraient fascinés par notre palette de réconfort liquide. Mais l'arsenal du survivant hivernal ne s'arrête pas là. Il y a aussi les techniques corporelles, les savoirs incarnés que notre modernité a effacés. La position du dormeur médiéval par exemple, pas allongé sur le dos, exposant une surface maximale au froid, non, en position fétale, repliée, protégeant les organes vitaux, limitant la déperdition de chaleur. Les familles dorment en cuillère imbriquée, optimisant chaque centimètre carré de contact chaleureux. Tu connais cette sensation quand ton corps trouve instinctivement la position parfaite sous la couette, quand tu te recroquevilles naturellement face au froid. C'est un vestige de ce savoir ancestral, un écho de survie qui résonne encore dans tes cellules, malgré des générations de confort thermique. Et puis, il y a la respiration. As-tu remarqué comme ton souffle change par grand froid, comme tu inspires plus lentement, comme tu réchauffes l'air dans ta bouche avant de le laisser pénétrer plus profondément? Les paysans médiévaux maîtrisaient cet art. Respirer sous les couvertures, réchauffer l'air inspiré, éviter les grandes goulées d'air glacial qui brûlent les poumons. Ces techniques, transmises oralement, démontrées par l'exemple plutôt qu'expliquées, ont sauvé d'innombrables vies à travers les siècles. Elles font partie d'un patrimoine immatériel presque entièrement perdu. Toi, habitué à respirer un air conditionné à température constante, tu devrais réapprendre ces gestes primordiaux pour survivre à un hiver médiéval. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Mais malgré toutes ces stratégies individuelles, la vérité est que personne ne survivait seul aux hivers médiévaux les plus rigoureux. La communauté, le groupe, le village, voilà le véritable secret de la survie. Et c'est peut-être là, dans cette interdépendance fondamentale, que nous avons le plus à apprendre de nos ancêtres. Ensemble contre le froid, le soleil est déjà bas sur l'horizon. Une journée d'hiver médiéval est courte, terriblement courte. À peine 6 ou 7 heures de lumière blafardent entre deux longues périodes d'obscurité glaciale. Et dans ce rythme implacable, tu n'es pas seul. Tu ne pourrais pas l'être. Le sentier qui mène à la maison de ton voisin est à peine visible sous la neige. Tes bottes rustiques, si on peut appeler bottes ces assemblages de cuir mal tanné et de paille, s'enfoncent dans la poudreuse jusqu'aux chevilles. Ton souffle forme des nuages épais devant ton visage. Tu tiens contre toi un petit fagot de bois, une offrande précieuse, une monnaie d'échange plus valable que les quelques deniers qui dorment au fond de ton coffre. Car ce soir, comme tous les trois,
ou 4 soirs, en période de grand froid, s'éveiller commune. Oublie tes soirées Netflix en solitaire, ton repli individualiste dans ton appartement bien isolé. L'hiver médiéval est collectif ou n'est pas. Les recherches historiques confirment que dans la plupart des régions d'Europe, les communautés paysannes pratiquaient diverses formes de regroupement nocturne pendant les mois les plus froids. Pourquoi ? L'arithmétique thermique est implacable. Un seul feu pour réchauffer 20 personnes est plus efficace que 10 petits feux pour 10 familles séparées. Le bois est précieux, la chaleur humaine, plus encore. Tu arrives devant la maison de Martin, le charron du village. Sa demeure est à peine plus grande que la tienne, mais sa position centrale dans le hameau en fait un lieu de rassemblement naturel. Des filets de fumée s'échappent du toit. Des voix se font déjà entendre à l'intérieur. Tu frappes. La porte s'ouvre sur un mur de chaleur qui te frappe le visage comme une caresse brutale. Des corps déjà serrés s'écartent pour te faire une place, à toi et aux tiens qui t'ont suivi dans la neige. L'odeur est indescriptible pour nos sensibilités contemporaines. Un mélange de sueur humaine, de fumée, de nourriture mijotée, d'habits humides qui sèchent près du feu, de cuir, de paille, d'animaux. Pour toi, c'est simplement l'odeur de la vie, de la survie. La chaleur, par contraste, est presque étouffante après le froid mordant de l'extérieur. Tes joues picotent, tes doigts engourdis reviennent douloureusement à la vie. Des gouttes de neige fondues tombent de tes vêtements, formant de petites flaques qui seront vite absorbées par le sol de terre battue. Bienvenue à la veillée hivernale médiévale. Ces rassemblements nocturnes ne sont pas de simples mesures de survie thermique. Ils sont le cœur battant de la culture paysanne. Dans un monde sans télévision, sans livres accessibles au commun des mortels, sans divertissement autre que celui qu'on crée soi-même, ces veillées sont des universités populaires, des théâtres vivants, des églises informelles. On y partage bien plus que la chaleur physique. D'abord, les nouvelles. Dans ton village isolé par la neige depuis des semaines, toute information venue d'ailleurs est précieuse. Le colporteur qui a bravé les chemins glacés la semaine dernière a-t-il rapporté des rumeurs de la ville? Le seigneur local prépare-t-il de nouvelles taxes? Y a-t-il eu des loups aperçus près des bergeries? Puis viennent les contes. Les histoires 1000 fois racontées, mais jamais identiques. Le conteur, souvent un ancien du village, modifie subtilement la trame narrative selon l'auditoire, selon l'ambiance, selon les besoins du moment. Ces récits ne sont pas de simples divertissements, ils sont des manuels de survie déguisés. Les enfants, assis en cercle au plus près du feu, écoutent bouche bée l'histoire du bûcheron perdu dans la forêt pendant la grande neige. Comment il a construit un abri de fortune, comment il a reconnu les plantes qui percent la neige et qui peuvent encore nourrir, comment il a déjoué la ruse du loup affamé. Dans ces détails, apparemment anecdotiques, se cachent des leçons vitales, des techniques de survie transmises génération après génération. Toi qui zappes d'une série Netflix à un TikTok sans retenir la moindre information utile, tu ne saurais pas écouter ainsi. Avec cette attention totale où chaque détail peut signifier la différence entre la vie et la mort. Les mains ne restent jamais inactives durant ces veillées. Les femmes filent la laine, réparent les vêtements, tressent des paniers. Les hommes sculptent des outils,
affûte des lames, répare des harnais. Dans la lumière dansante du foyer, ce travail collectif renforce les liens, permet d'économiser les précieuses chandelles ou lampes à huile que chacun aurait dû utiliser chez soi. Les plus jeunes apprennent en observant. Pas d'école formelle, pas de formation professionnelle structurée, juste cette transmission directe, ce compagnonnage informel qui forme la prochaine génération d'artisans, de paysans, de gardiens du savoir communautaire. Bien sûr, il y a aussi les chansons. Pas de Spotify, pas de playlist hivernale composée par un algorithme. Des voix humaines, imparfaites mais authentiques, qui entonnent des mélodies aussi anciennes que la communauté elle-même. Des chansons de travail, d'amour, de guerre, de récolte. Des berceuses pour les plus petits qui s'endorment progressivement, blottis dans un coin. La musique occasionnelle aussi. Un paysan a apporté sa flûte taillée dans un os d'oiseau. Un autre frappe rythmiquement sur un tambourin rudimentaire fait d'une peau tendue sur un cadre de bois. Pas de production professionnelle, juste cette expression spontanée qui remonte à l'aube de l'humanité. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. La nourriture circule. Chaque famille a apporté sa modeste contribution. Un morceau de fromage vieilli depuis l'automne, une poignée de noisettes conservées précieusement, une miche de pain noir, une cruche de cidre légèrement fermentée. Aucun de ces aliments ne serait remarquable isolément. Ensemble, ils forment un festin communautaire qui nourrit autant le corps que l'esprit. Tu manges lentement, savourant chaque bouchée, conscient que ces calories partagées sont un trésor collectif qui vous permettra d'affronter la nuit à venir. Mais la veillée n'est pas qu'un moment de communion joyeuse. Elle a aussi sa part d'ombre, de mystère, de spiritualité ambiguë. Les prières d'abord. Dans ce monde profondément chrétien, mais encore imprégné de croyances plus anciennes, la protection divine est invoquée contre les périls de l'hiver. Un chapelet circule parfois de main en main. Des formules latines, à peine comprises, mais religieusement répétées, s'élèvent vers le ciel obscur à travers le trou d'évacuation de fumée. Ces prières ne sont pas optionnelles, pas superficielles. Elles sont un rempart collectif contre l'inconnu, contre les forces obscures qu'on imagine rôdant dans les nuits glaciales. Car l'hiver médiéval n'est pas qu'une saison, c'est un territoire spirituel ambivalent. Les historiens des mentalités nous rappellent que pour l'homme médiéval, le monde visible n'est qu'une fine couche de réalité posée sur un univers invisible grouillant d'entités. Les longues nuits d'hiver, quand le monde extérieur devient hostile et que la mort rôde plus près, sont propices aux incursions de ces forces dans le quotidien des vivants. Des gestes discrets accompagnent certaines histoires. Un signe de croix quand on évoque les voyageurs égarés dans la neige. Une pincée de sel jetée dans le feu lorsqu'on mentionne les créatures qui, dit-on, rôdent les nuits de pleine lune hivernale. Un petit sachet d'herbe séchée glissé sous l'oreiller d'un enfant fiévreux, ces pratiques, à mi-chemin entre la religion officielle et les superstitions ancestrales, forment un système de protection symbolique. Une cotte de mailles spirituelle contre la terreur de l'inconnu. Tu y crois fermement, pas par ignorance, pas par simplicité d'esprit, mais parce que ces croyances sont fonctionnelles. Elles organisent le chaos, elles donnent un sens aux souffrances, elles offrent l'illusion rassurante
d'un contrôle sur l'incontrôlable. Toi qui consultes la météo sur ton smartphone avec une confiance aveugle, qui te fie aux statistiques médicales pour évaluer tes risques de santé, as-tu vraiment des croyances si différentes? La nuit avance. Certains commencent à sommeiller, adossés au mur ou appuyés les uns contre les autres. Les conversations se font murmures. Le feu, constamment alimenté, projette des ombres dansantes qui semblent raconter leurs propres histoires sur les visages marqués par le travail et les intempéries. Demain, chacun retournera à ses tâches hivernales. Réparer les outils pour le printemps à venir. Vérifier que le bétail, confiné dans des étables rudimentaires, survit à l'épreuve du froid. Dégager les chemins après une nouvelle chute de neige. Colmater les fuites dans les toits de chaume que le poids blanc fait fléchir. Mais ce soir, la communauté existe comme une entité unique, un organisme dont chaque membre est une cellule interdépendante, un feu humain qui brûle dans l'obscurité glaciale. Cette solidarité, cette intelligence collective, cette chaleur partagée sont vos plus grandes forces face à l'hiver impitoyable. Mais parfois, même cela ne suffit pas. Parfois, les éléments se déchaînent au-delà de toute résistance humaine. Et alors, une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Mais pas toujours. Quand le froid gagne, il y a des hivers dont on ne parle qu'à voix basse, même des années après. Des hivers qui ont laissé des traces dans les chroniques, dans les registres paroissiaux, dans la mémoire collective. Des hivers qui ont emporté des familles entières, décimé des villages, changé le cours de l'histoire locale. L'hiver de 1316, celui de 1347, celui de 1360. Tu te réveilles dans une obscurité totale. Quelque chose ne va pas. Le froid est différent, plus mordant, plus profond. Il ne s'agit plus de cette morsure superficielle à laquelle tu es habitué. Non. C'est comme si tes os eux-mêmes étaient devenus de glace. Ta respiration forme des nuages plus épais que d'habitude dans l'air stagnant de ta masure. Tu tends le bras vers l'endroit où devrait se trouver ta femme. Sa place est froide, vide, le feu s'est éteint. Les catastrophes hivernales prennent plusieurs formes dans le monde médiéval. Les sources historiques nous permettent de reconstituer ces moments où la fragile équilibre de la survie bascule dans la tragédie. Commençons par la plus évidente, l'extinction du feu. Dans un monde sans allumettes, sans briquets jetables, le feu est une entité quasi vivante qu'on entretient, qu'on nourrit, qu'on protège. Sa mort peut signifier la tienne. Peut-être as-tu mal banqué les braises la veille. Peut-être une bourrasque particulièrement violente a-t-elle trouvé une faille dans ton toit et soufflé la dernière étincelle. Peut-être la maladie t'a-t-elle plongé dans un sommeil trop profond pour accomplir le rituel nocturne du ravivage. Tu te lèves, paniqué, les articulations douloureuses. Tu cherches à tâtons ton briquet à silex, cet assemblage de pierre et de métal qui peut faire renaître la vie sous forme d'étincelles. Tes doigts sont si engourdis qu'ils peinent à tenir fermement les objets. Tu frappes, encore, rien. La pierre est trop froide, l'amadou trop humide. Ou peut-être est-ce simplement la peur qui rend tes gestes imprécis. Dans ton appartement du XXIe siècle, la panne de chauffage est une contrariété,
un appel énervé aux propriétaires ou aux dépanneurs. Ici, c'est une course contre la mort qui commence. Les options sont limitées. Sortir dans le froid pour rejoindre un voisin, si tu en as la force, si la tempête ne fait pas rage dehors. Brûler un meuble, un outil précieux, un bout de charpente, sacrifier un bien durement acquis pour survivre jusqu'à l'aube, ou se serrer encore plus étroitement, économiser chaque calorie, chaque mouvement, dans l'espoir que le soleil se lèvera assez tôt. La maison elle-même semble différente. Les murs suintent d'humidité glacée. Le chaume du toit, alourdi par une épaisse couche de neige, commence à fléchir dangereusement au-dessus de vos têtes. Par endroits, de petits monticules blancs se sont formés à l'intérieur même de ton espace de vie, là où la neige a trouvé un chemin à travers les défauts de la toiture. Ton souffle forme des nuages de plus en plus épais. Ta gorge brûle à chaque inspiration. Tes enfants gémissent dans leur sommeil, serrés les uns contre les autres, comme une portée d'animaux abandonnés. Les chroniques médiévales regorgent de récits d'effondrement de maisons sous le poids de la neige. Les bâtiments paysans, construits avec des matériaux locaux et des techniques rudimentaires, n'étaient pas conçus pour résister aux hivers exceptionnels. Une charpente qui cède au milieu de la nuit, ensevelissant toute une famille sous un mélange mortel de neige, de chaume et de poutres, une tragédie banale dans les hivers les plus rigoureux. Les historiens ont retrouvé des villages entiers abandonnés après des hivers particulièrement sévères, des communautés décimées non par une attaque, non par une épidémie, mais simplement par l'accumulation de catastrophes individuelles. Ici, une famille morte de froid après l'extinction de son feu, là, une maison effondrée, ailleurs des provisions épuisées trop tôt. Mais la mort par le froid direct ou l'effondrement n'est qu'une facette du drame hivernal. L'isolement peut être tout aussi mortel. Imagine, les chemins sont bloqués par des congères plus hautes qu'un homme. Ton village est coupé du monde extérieur depuis des semaines. Les réserves de nourriture, soigneusement calculées pour un hiver normal, s'amenuisent dangereusement. Le bruit de ton ventre qui gronde est presque aussi fort que le vent qui hurle dehors. La sensation de faim n'est plus cette petite contrariété que tu ressens quand tu repousses l'heure du déjeuner. C'est une douleur aiguë, permanente, qui se transforme progressivement en une sorte d'apathie engourdie. Les visages autour de toi sont émaciés, les pommettes saillantes, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Les plus faibles, les très jeunes, les très vieux, parlent moins, bougent moins, comme si leur corps économisait instinctivement chaque parcelle d'énergie. Les grandes famines hivernales ont marqué l'histoire médiévale. La grande famine de 1315 à 1317, par exemple, n'était pas seulement due à de mauvaises récoltes, mais aussi à l'impossibilité de distribuer efficacement les ressources disponibles pendant les mois d'hiver. Des communautés entières sont mortes non pas d'absence totale de nourriture dans le royaume, mais d'absence de nourriture à portée de main. Toi qui te fais livrer des sushis par temps de pluie, qui t'énerve quand le supermarché est en rupture de ta marque préférée de café, peux-tu seulement imaginer cette réalité? Et puis il y a les maladies hivernales. Pas un simple rhume, pas une grippe qui se soigne avec du paracétamol et des séries Netflix.
Les infections respiratoires sévissent dans ces intérieurs enfumés, humides, surpeuplés. La promiscuité forcée par le froid devient le terreau parfait pour la propagation des pathogènes. Une toux au fond de la pièce aujourd'hui, une famille décimée dans 2 semaines. Ta fille tousse depuis 3 jours. Une toux profonde, déchirante, qui semble arracher quelque chose à l'intérieur de sa frêle poitrine. Ses joues sont écarlates malgré la pâleur générale de son visage. Sa respiration est sifflante. Chaque quinte l'épuise un peu plus. Tu lui donnes des décoctions d'herbes, celles que ta mère t'a apprises, celles que sa mère lui avait enseignées avant cela. Tu récites des prières, tu places des amulettes sous son oreiller de paille. Mais tu sais, au fond de toi, tu sais, les fosses communes, découvertes par les archéologues près des villages médiévaux, révèlent cette réalité brutale. Des pics de mortalité hivernale, des squelettes portant les marques d'infections pulmonaires sévères, des sépultures hâtives, creusées dans un sol gelé. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande crainte par temps glacial? Le froid lui-même, la solitude forcée, la maladie qui rôde. Nos peurs modernes sont les échos affaiblis de terreurs ancestrales bien réelles. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Mais parfois, même cela ne suffit pas. L'hiver médiéval est aussi un test pour la cohésion sociale. Quand les ressources s'amenuisent, quand chaque bûche de bois devient littéralement une question de vie ou de mort, la solidarité peut se fissurer. Les chroniques nous racontent ces drames communautaires, des vols de nourriture, des expulsions de bouches inutiles, souvent les plus âgés, hors des abris collectifs, des abandons de malades considérés comme contagieux ou consommant trop de ressources. La nature humaine, mise à nu par le froid extrême, n'est pas toujours belle à voir. Les regards ont changé autour du feu communautaire. Il y a 1 semaine encore, on partageait sans compter. Aujourd'hui, chacun surveille la taille des portions, comptabilise mentalement les bûches ajoutées au feu, garde jalousement ses réserves personnelles. Les conversations se sont taries. Le silence est ponctué seulement par le craquement du bois qui brûle, trop vite, toujours trop vite, et par la respiration laborieuse des plus faibles. Quelqu'un a volé dans la réserve de grains communes hier soir. Personne n'accuse ouvertement, mais les soupçons pèsent, invisibles et lourds comme la neige sur le toit. Ces fissures dans le tissu communautaire sont peut-être à long terme aussi meurtrières que le froid lui-même. Un village qui perd sa cohésion pendant l'épreuve hivernale est un village qui entamera le printemps affaibli, désorganisé, moins capable de faire face aux défis de la nouvelle saison. Les sociétés paysannes le savaient. C'est pourquoi elles avaient développé des rituels, des coutumes, des mécanismes de redistribution qui tentaient de préserver l'unité même dans les moments les plus sombres. Mais parfois, malgré tous les efforts, malgré toute la préparation, l'hiver gagne. C'est la leçon la plus dure de la vie médiévale, l'impuissance fondamentale face aux éléments. Le matin se lève enfin, un matin laiteux, à peine plus lumineux que la nuit. La tempête s'est calmée, laissant place à un silence assourdissant, ce silence particulier de la neige épaisse qui étouffe tous les sons. Tu ouvres la porte de ta masure. Le monde extérieur a disparu, remplacé par un paysage fantomatique, méconnaissable. Les repères habituels, l'arbre au coin du champ,
le sentier vers le puits, la hutte du voisin, sont engloutis sous un manteau blanc uniforme. Ton village est devenu un archipel de toits émergeant d'une mer figée. Certaines maisons ont disparu complètement. Ces moments d'après-catastrophe sont documentés dans les chroniques locales, dans les récits oraux transmis pendant des générations. L'impuissance d'abord, puis la lente réorganisation, le déblaiement des chemins vitaux, le comptage des survivants, l'entraide pour réparer, reconstruire, réapprovisionner. Car même après les pires désastres hivernaux, la vie continue. Elle doit continuer. Le printemps viendra, inévitablement, et avec lui, l'espoir d'un nouveau cycle. Les paysans médiévaux le savaient, survivre à l'hiver n'était jamais acquis. C'était une bataille renouvelée chaque année, un test de résilience, d'ingéniosité, de solidarité. Une épreuve qui forgeait des communautés soudées par l'expérience partagée de la survie. Nous avons perdu cette connaissance, cette conscience aiguë de notre vulnérabilité, cette appréciation viscérale de chaque jour vécu au-delà de la saison froide. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Mais cette braise, nous ne savons plus la préserver. Embrasser l'obscurité, redécouvrir la lumière. Le printemps est venu. Comme il vient toujours, même après les hivers les plus cruels, les plus meurtriers. La neige a fondu, révélant un sol détrempé, des débris, parfois des corps qu'on avait pu enterrer, mais aussi les premières pousses vertes. L'éternel recommencement. Tu te tiens debout au milieu de ton champ boueux. Tes mains sont crevassées, tes ongles noirs, ton dos douloureux. Mais ton visage est tourné vers le soleil. Ce soleil que tu as imploré pendant des mois, dont tu as rêvé pendant les nuits interminables. Sa chaleur sur ta peau est comme une promesse. Une récompense pour avoir survécu. Autour de toi, le village s'anime d'une énergie renouvelée. Les survivants réparent, reconstruisent, replantent. L'hiver a pris son tribut, ce vieil homme, cet enfant, cette femme enceinte. Mais la communauté persiste. Elle a traversé l'épreuve, encore une fois. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons exploré ensemble comment les paysans médiévaux affrontaient les nuits d'hiver les plus glaciales. Nous avons vu leurs abris imparfaits, leurs stratégies de survie, leur vie communautaire. Nous avons entrevu aussi l'horreur quand ces défenses cédaient face à la fureur des éléments. Que pouvons-nous en tirer, nous qui vivons dans notre confort moderne? D'abord, peut-être, une forme d'humilité. Cette impression de maîtrise que nous donne notre technologie est largement illusoire. Un blackout prolongé en plein hiver, une rupture dans la chaîne d'approvisionnement énergétique et nos villes ultramodernes deviendraient rapidement aussi vulnérables que les villages médiévaux. La différence, nous avons perdu le savoir, les gestes, les réflexes, la conscience même de notre fragilité. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Mais combien d'entre nous sauraient encore faire naître et entretenir cette braise vitale? Regarde tes mains douces aux ongles propres qui tapent sur un clavier, qui balayent un écran tactile, qui tournent un thermostat. Ces mains connaissent-elles la sensation du silex contre l'acier? Sauraient-elles construire un abri de fortune? Pourrait-elle tresser la paille d'un toit pour qu'il résiste aux tempêtes? Ton corps lui-même s'est adapté à une existence thermiquement régulée. Il a oublié comment conserver sa chaleur
comment respirer par grand froid, comment dormir efficacement dans des conditions extrêmes. Pourtant, nous pouvons aussi trouver une forme d'inspiration dans ce passé rugueux. Les paysans médiévaux nous rappellent des vérités fondamentales que notre confort nous a fait oublier. La valeur de l'interdépendance d'abord. Nous nous imaginons autonomes, individualistes, maîtres de notre destin. Mais cette illusion s'effondre face aux défis existentiels. Comme nos ancêtres, nous ne survivons que par notre capacité à coopérer, à partager, à nous organiser collectivement. L'importance de la transmission des savoirs ensuite. Dans notre monde de l'information instantanée, nous avons paradoxalement perdu de vue la différence entre données et connaissances incarnées. Les paysans médiévaux ne lisaient pas des manuels sur comment survivre à l'hiver. Ils observaient, pratiquaient, incorporaient des gestes et des savoirs transmis par l'exemple. Ces formes d'apprentissage tacites, incorporées, transmises par mimétisme et répétition, ont façonné l'humanité pendant des millénaires. En quelques générations, nous les avons largement abandonnées au profit d'une connaissance abstraite, désincarnée. Ferme les yeux, imagine un instant, la nuit est tombée, l'électricité a disparu, ton téléphone est mort, le froid s'insinue dans ton appartement, les canalisations commencent à geler, les bruits de la ville se sont tus. Que ferais-tu? Vers qui irais-tu? Quelles ressources intérieures mobiliserais-tu? Nos ancêtres médiévaux nous enseignent aussi le rapport au temps. Le rythme des saisons n'était pas une contrainte à surmonter, mais une réalité à laquelle s'adapter. L'hiver imposait une décélération, une intériorité, un repli qui avait sa propre valeur. Nos hivers modernes, éblouissants de lumière artificielle, bourdonnant d'activités ininterrompues, ont perdu cette dimension. Nous avons gagné en confort, certainement, mais avons-nous perdu quelque chose de précieux dans cette conquête de la nuit et du froid? La résilience, enfin, pas ce terme à la mode, vidé de sa substance à force d'être utilisé dans des contextes corporate. La vraie résilience, celle qui naît de l'épreuve traversée, de la vulnérabilité reconnue, de l'adaptation nécessaire. Les communautés paysannes médiévales étaient résilientes non pas malgré leur fragilité, mais parce qu'elles la reconnaissaient pleinement. Elles ne niaient pas leur dépendance aux éléments, aux récoltes, aux cycles naturels. Elles l'intégraient dans leur vision du monde, dans leurs pratiques quotidiennes, dans leur structure sociale. Nous qui nous croyons invulnérables, qui considérons le confort comme un droit acquis, qui nous indignons d'une coupure d'Internet ou d'un retard de livraison, qu'avons-nous perdu de cette conscience aiguë de notre place dans le monde? Tu es là, confortablement installé, à lire ou écouter ces mots. Peut-être as-tu ajusté ton chauffage sans même y penser. Peut-être portes-tu un pull doux en fibres synthétiques ultra isolantes. Peut-être qu'une tasse de boisson chaude, préparée en quelques secondes, repose à portée de main. Ces conforts que nous prenons pour acquis auraient semblé miraculeux, magiques à nos ancêtres médiévaux. Cette capacité à contrôler notre environnement thermique par la simple pression d'un bouton. Cette abondance alimentaire qui rend obsolète le stockage saisonnier. Cette lumière instantanée qui repousse l'obscurité hivernale. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus.
Le monde médiéval que nous avons exploré ensemble peut sembler incroyablement distant, presque inimaginable dans sa rudesse. Pourtant, il n'est séparé de nous que par 25 générations environ, un battement de cils à l'échelle de l'histoire humaine. Nos corps, nos instincts, nos réactions fondamentales au froid, à l'obscurité, à la faim n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est la couche technologique qui nous isole des éléments. Une couche miraculeusement efficace, mais aussi fragile qu'on ne veut l'admettre. Peut-être y a-t-il une voie médiane à trouver. Ni le retour à une existence précaire, ni l'oubli complet des savoirs ancestraux qui ont permis à notre espèce de traverser des milliers d'hivers avant l'invention du chauffage central. Certains cherchent déjà cette voie. Ceux qui réapprennent les techniques de survie traditionnelles, non par peur d'un effondrement imminent, mais par désir de reconnexion avec des compétences fondamentales. Ceux qui explorent des formes d'habitat à la fois modernes et intégrés au cycle naturel. Ceux qui redécouvrent la valeur du feu, de la veillée, de la transmission orale dans notre monde ultra connecté. Imagine-toi un instant dans ta cuisine ultra équipée. Tu prépares un repas en utilisant des techniques qui auraient été familières à tes ancêtres médiévaux. Fermentation, conservation, cuisson lente. À l'extérieur, l'hiver fait rage, mais tu n'es pas déconnecté de cette réalité. Tu la reconnais, tu l'honores même tout en bénéficiant des protections modernes. Cette conscience double de notre héritage et de notre présent est peut-être la plus grande richesse que nous puissions cultiver. Car au fond, la grande leçon des hivers médiévaux n'est pas tant la rudesse des conditions matérielles que l'état d'esprit qu'ils nécessitaient. Cette acceptation lucide de notre dépendance aux éléments, cette capacité à voir la beauté même dans les périodes les plus sombres, cette conscience que la survie est un effort collectif, jamais une réussite purement individuelle. Quand tu rentres chez toi par une soirée glaciale, quand tu pousses la porte de ton appartement chauffé, quand tu enlèves ta doudoune ultra technique achetée à Decathlon, prends un instant, un simple instant, reconnais le miracle que représente ce confort. Souviens-toi de ceux qui ont traversé des milliers d'hivers avant toi, avec pour seule ressource leur ingéniosité, leur solidarité, leur résilience. Et peut-être, juste peut-être, garde une place dans ton monde pour ces savoirs anciens, pour cette conscience du froid, de la nuit, des saisons, pour cette appréciation viscérale de chaque source de chaleur, de lumière, de réconfort. Car la modernité nous a donné beaucoup, mais elle nous a aussi fait oublier quelque chose d'essentiel, cette connexion profonde à nos besoins fondamentaux, cette conscience aiguë de notre vulnérabilité, cette gratitude pour chaque jour vécu au-delà des rigueurs de l'hiver. Le feu dans ta cheminée, si tu as la chance d'en avoir une, n'est plus une nécessité vitale. C'est devenu un élément décoratif, un luxe, une ambiance. Mais observe les flammes, écoute le crépitement du bois, sens la chaleur qui irradie vers toi. Ton corps reconnaît cette expérience, au niveau le plus profond, le plus ancien de ton cerveau. Ce n'est pas un souvenir individuel, c'est une mémoire d'espèce. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Cette sagesse ancestrale nous parle encore si nous savons l'écouter. Elle nous rappelle l'essentiel, la précarité de l'existence,
la valeur de l'entraide, la beauté fragile de chaque jour. Dehors, la nuit tombe, précoce comme toutes les nuits d'hiver. Les lumières de la ville repoussent l'obscurité. Ton radiateur ronronne doucement, maintenant une température constante, artificiellement parfaite. Tu es loin, si loin, de cette masure médiévale où nous avons voyagé ensemble. Et pourtant, quelque chose en toi résonne encore avec cette expérience. Quelque chose se souvient. Nous avons parcouru ensemble un long chemin du crépuscule glacial médiéval jusqu'à l'aube du printemps. Nous avons exploré comment nos ancêtres survivaient aux nuits les plus froides et pourquoi nous, avec toute notre technologie, aurions tant de mal à faire de même si nous étions soudainement privés de nos conforts modernes. Cette exploration n'était pas qu'un exercice de curiosité historique, c'était aussi une invitation à la réflexion sur notre propre rapport au monde, aux éléments, aux saisons, à la communauté. Car au fond, les questions fondamentales restent les mêmes à travers les siècles. Comment préservons-nous ce qui est vital, la chaleur, la nourriture, la connexion humaine face à un environnement potentiellement hostile? Comment transmettons-nous les savoirs essentiels d'une génération à l'autre? Comment trouvons-nous la beauté, le sens, au cœur même des périodes les plus sombres? Les paysans médiévaux avaient leur réponse, forgée par des siècles d'expérience, de tradition, d'adaptation. Des réponses imparfaites, certainement. Des réponses marquées par les limitations de leur époque, par des croyances que nous ne partageons plus, par des contraintes matérielles que nous avons largement dépassées, mais des réponses dont l'écho continue de résonner en nous, des réponses qui nous rappellent d'où nous venons, des réponses qui, peut-être, contiennent des sagesses oubliées dont notre monde moderne aurait besoin. Imagine une dernière fois, tu es ce paysan, cette paysanne du XIVe siècle. La nuit est tombée depuis longtemps. Le vent hurle autour de ta masure. La neige s'accumule contre les murs. À l'intérieur, la famille est endormie, serrée en un nœud humain indémêlable. Tu veilles. Tes yeux sont fixés sur les dernières braises rougeoyantes. Ta main tient une bûche soigneusement choisie, prête à être placée au moment précis où les flammes menaceraient de s'éteindre. Tu sais, avec une certitude absolue, que ta vigilance est la frontière entre la vie et la mort, que ton attention, ta présence, ton savoir-faire transmis par tes parents et leurs parents avant eux sont tout ce qui se dresse entre ta famille et l'obscurité glaciale. C'est un fardeau immense, une responsabilité écrasante, mais c'est aussi, d'une certaine façon, une clarté que nous avons perdue, cette conscience aiguë de ce qui compte vraiment, cette hiérarchie évidente des priorités. Dans notre monde d'abondance, de distractions infinies, de confort innombrable, nous cherchons parfois cette clarté, ce sens de l'essentiel, cette connexion directe entre nos actions et notre survie. Je ne suggère pas de romanticiser le passé. La vie médiévale était dure, souvent brutalement courte, marquée par des souffrances que nous pouvons à peine imaginer. Les avancées qui nous ont menés à notre confort actuel sont des triomphes de l'ingéniosité humaine, des victoires collectives contre la précarité qui a défini l'essentiel de notre histoire. Mais peut-être y a-t-il une invitation, dans ce voyage que nous avons fait ensemble, à trouver un équilibre, à reconnaître la valeur de notre confort
sans oublier la sagesse née de la précarité, à honorer le passé sans y rester prisonnier. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Tu es de retour dans ton présent. Ton téléphone vibre avec une notification. Ton micro-ondes sonne, indiquant que ton repas est réchauffé. Dehors, les lumières de la ville créent un dôme lumineux qui masque les étoiles. Mais quelque part en toi, une connexion s'est établie, un pont à travers le temps, une reconnaissance de ce fil ininterrompu qui te relie à ces ancêtres lointains, ces gardiens de la flamme qui ont veillé nuit après nuit pour que leur lignée, ta lignée, survive à l'hiver. Et peut-être, la prochaine fois que le froid s'installera, la prochaine fois que la nuit tombera précocement, ressentiras-tu différemment ces phénomènes familiers. Peut-être y verras-tu non plus de simples inconvénients saisonniers, mais des rappels de notre condition fondamentale, de notre vulnérabilité essentielle, de notre besoin les uns des autres. Peut-être te souviendras-tu que sous nos multiples couches de technologie, de confort, de modernité, nous restons ces mêmes êtres humains qui, pendant des millénaires, ont cherché ensemble la chaleur dans l'obscurité. Car au fond, c'est peut-être la leçon la plus précieuse que nous offrent ces hivers médiévaux, la reconnaissance que nous sommes, fondamentalement, des créatures de connexion, que notre plus grande force a toujours été notre capacité à nous unir face à l'adversité, que la chaleur que nous cherchons n'est pas seulement physique, mais aussi profondément humaine. La neige tombe doucement derrière ta fenêtre. Tu es au chaud, en sécurité, privilégié d'une manière que tes ancêtres n'auraient pu imaginer. Et pourtant, quelque chose en toi est toujours connecté à leur expérience, à leur lutte, à leur résilience. Une braise suffit, une braise de plus, une nuit de plus. Cette sagesse te traverse, comme un écho à travers les siècles, un rappel, une invitation à préserver ce qui est vital, à honorer ce qui dure, à reconnaître dans chaque confort moderne l'aboutissement d'une quête millénaire pour cette chaleur que nous cherchons tous ensemble dans la nuit.